Laurent Roland, Toniquez, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue, Laurent. Merci. Laurent, la presse aborde abondamment ce sujet ce matin. Le contraire aurait étonné. C'est l'affaire du moment. Déclaration du procureur spécial de la Criette suite à leur arrestation, écrit l'événement précis. Talon échappe à un coup d'État, des révélations du procureur contre Omeki et Bokor. Alors, hier, je posais la question, comment est-ce que quelqu'un qui est en charge de la sécurité d'État, parce que quand vous avez en charge de la sécurité présidentielle, c'est que vous assurez la sécurité d'État, parce que quand le président de la République a un mal de tête, c'est que tout le pays en souffre. Et donc, comment quelqu'un qui est en charge de cette sécurité se retrouve chez un ministre démissionnaire à une heure indue, en tout cas heure tardive, 2 heures du matin. Et donc, je crois que le procureur nous a répondu à confirmer que oui, il était vraiment là. Et quand on suit un peu le déroulement, on a comme l'impression que c'est cet homme qui aurait filé la mèche pour livrer les autres en griffe qui sont les supposés ou présumés commanditaires de l'affaire. Et quand je regarde un peu la cagnotte mise à disposition, je me pose la question de savoir est-ce que si éventuellement les commanditaires dont on parle étaient véritablement les commanditaires, est-ce qu'ils ont mesuré l'ampleur de ce qui devait se faire? Parce que vous imaginez, vous demandez à quelqu'un de prendre 1,6 milliard de francs, 600 millions, 605 millions de francs CFA pour faire un coup d'État. Et quand il fait un coup d'État, les heures qui vont suivre, vous deviendrez président de la République. Parce que vous faites le coup pour quelqu'un. Et donc, je me pose la question de savoir, est-ce que ça valait vraiment le coup, cette cagnotte-là? Alors, donc, vous estimez que c'est trop peu ou trop, enfin, un peu trop? C'est trop peu. C'est trop peu. Pour moi, c'est trop peu pour une telle opération. C'est trop peu. En tout cas, moi, je ne pense pas que... Vous savez qu'on a entendu parler dans ce pays de 50 millions de francs CFA dans une affaire... Oui, ça c'est... Vous savez, la source de cette affaire était une source politique, des intrigues politiques. Nous n'allons pas mélanger les faits. On n'est pas en politique ici, peut-être? Bon, de toute façon, ce que je veux dire, comprendra qui comprend. Oui. Voilà. Donc, on parle également de... Enfin, le procureur spécial de la Criette évoque également le cas de ce véhicule Toyota 4x4, pardon, qui ferait partie de la cagnotte. Bon, oui, de toute façon, même, non, est-ce qu'il a dit que ça fait partie de la cagnotte? Il a dit que ça appartient à quelqu'un et qu'il y a une fausse immatriculation, ça devait servir à l'opération. Donc ça peut servir à l'opération et être retourné au propriétaire après, parce que c'est... C'est vrai qu'il n'y a pas de précision par rapport à ça. Voilà, il n'y a pas de précision à ce niveau. Alors donc, quand je regarde tout ça, je me pose mille et une questions, et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une similitude dans le passé. Parce que quand on regarde un peu les affaires où on parle de 1,5 milliard et que dans le passé, il y avait une question d'1 milliard de francs CFA, suivez mon regard, il y a bien matière à se poser des questions. Alors, quand on finit de dire ça, j'estime qu'aujourd'hui, où se trouve Olivier Bokor, on doit pouvoir me dire où se trouve Olivier Bokor, parce que il ne faut pas qu'on demain on dise que bon, il a réussi à s'échapper ou bien d'autres choses et qu'il est allé en exil. De toute façon, on veut clairement savoir où se trouve Olivier Bokor aujourd'hui, que la justice nous situe. C'est vrai qu'on parle de crainte. J'ai lu un message hier, on disait qu'on craint qu'il y ait soulèvement, mais écoutez, ce n'est pas évident que ce qu'il y ait de soulèvement. Vous savez pourquoi? Les lois qui ont été prises, les restrictions qui ont été, en tout cas, de la part de ce gouvernement aujourd'hui, ont été accompagnés par les acteurs qui sont en jeu dans le dossier actuellement. Et donc, et d'ailleurs, si quelqu'un doit se lever pour marcher pour ces personnes, ce serait que des gens de la mouvance. Et qui de la mouvance peut oser aujourd'hui se lever et aller se pointer devant la Criette pour dire qu'il veut libération de Olivier Bokor ou d'Ozone Meki? Je veux bien voir cette personne-là qui a suffisamment ce courage, quand bien même il est entretenu matin, midi, soir par Olivier Bokor ou Ozone Meki. Donc, ce n'est pas évident qu'il y ait un risque de soulèvement ou de mobilisation où les gens vont crier. D'ailleurs, dans le cas, on a vu, il y a quelques jours, l'affaire Ronvi, qui a prononcé, qui a branché, qui a interpellé le gouvernement, personne. Donc cela suppose que quoi? La roue tourne, je le dis à tous les acteurs. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, parce que quand je parle de similitude avec les affaires du passé, qu'il vous souvienne, dans l'affaire tentative d'empoisonnement, il y a un scénario pareil. Et puis après, le juge Angelo Oussou, qui a fini par écrire « Je ne suis pas un héros », disait à l'époque qu'il n'y avait pas eu début d'exécution et par conséquent, il y avait un non-lieu.
Et c'est vrai que jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de canular, mais je sais qu'en 2012, il y avait cette fameuse expression sur RFI où on parlait de canular. Donc, est-ce que du côté de Olivier Bokor ou de Ozan Mbeki, quelqu'un prendra la parole suffisamment à avoir le courage nécessaire pour aller sur RFI pour nous parler de canular? On attend de voir ça. Est-ce que dans ce dossier, puisque... Bien sûr, on a des réactions, des mouvements, des fameux mouvements la candidature de... OB26, c'est des jeunes que je connais. Je peux vous dire comment est-ce que ça a été constitué, OB26. Oui. Mais c'est un mouvement qui soutient. Oui, mais je parle des jeunes, je parle des acteurs politiques, députés, ministres, DG, je parle de ces personnes-là. Les jeunes, là, encore dans le système. Les jeunes qui ont créé OB26, qui aspirent à ce que, espèrent que Olivier Bokor soit président de la République, qu'il soit ministre ou DG ou autre, là, je ne parle pas de ces personnes-là. Ils n'ont pas encore de notoriété politique à proprement parler. Je vais parler de ceux-là qui ont de notoriété politique. Alors donc, moi, c'est l'issue de ce dossier qui me donnera assez de conviction, d'assurance que ce n'est pas un canular, que ce n'est pas un coup monté et que en réalité, oui, on veut aller au bout du dossier. Parce que si, par exemple, il arrivait qu'on dise que, après qu'on entende les mots, les thèmes canular, et qu'après on entende les thèmes au niveau de la justice de non-lieu, parce qu'il n'y a pas eu début d'exécution et qu'on a peut-être allé interrompre quelqu'un dans sa maison quand il voulait remettre la cagnotte à quelqu'un, et que l'autre n'était pas chez l'autre quand on l'a arrêté, que c'est en cours de route qu'on l'a arrêté. Parce que dans la justice va statuer sur des faits donnés. Et sachant très bien que les acteurs dont nous parlons, il y en a qui maîtrisent très bien aussi l'appareil judiciaire, parce que pour avoir été dans l'environnement proche du chef de l'État, ils maîtrisent tous les acteurs, que ce soit du niveau de la police judiciaire jusqu'au niveau de la justice. On attend de voir comment est-ce que ces personnes doivent se comporter et quelle sera l'issue de ce dossier. Donc, vous avez des craintes par rapport... enfin, vous n'avez pas assez confiance en la justice de notre pays? Je ne dis pas ça à Ahmed Arekpa. Je dis clairement les choses telles qu'elles se présentent pour dire... Il faut rappeler que dans son adresse d'hier, justement, le porte-parole du gouvernement invitait les uns les autres à faire confiance à la justice. Oui, il a dit ce qu'il pouvait dire. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Il ne peut pas dire mieux que ça ou plus que ça. On sait, tout le monde est conscient qu'il ne peut pas. Mais quand vous regardez la posture du porte-parole du gouvernement, quand il prenait la parole, vous comprenez que lui-même, il était assez dérangé. Apprenez à lire la posture des gens quand ils prennent la parole. Lui-même, il était suffisamment dérangé. Si vous voulez, on peut jouer la vidéo pour montrer. Il était suffisamment dérangé en évoquant le sujet. Dérangé ou fatigué? Non, dérangé. Oui, vous savez, il y a des sujets, vous êtes à des positions données, étant donné que vous avez été très proche de certains acteurs, et quand le sujet arrive comme ça, tout commentaire que vous allez faire, vous pouvez soit faire mal à votre patron ou faire mal à ses amis d'hier. Et donc, du coup, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'émotions. Oui, c'est pour ça que je dis, je ne le condamne pas en fait, je ne le juge pas. Je n'aimerais même pas être à sa place en ce moment précis parce que je sais très bien qu'il est très proche de ses personnalités. Alors, donc, pour dire quoi? Donc, si par exemple, on ne nous dit pas qu'il y a un non-lieu parce que il n'y avait pas de début d'exécution et qu'on en arrivait à innocenter tel ou tel acteur, on attend de voir l'issue de ce dossier. Seulement, la leçon que moi je tire de ce dossier, c'est déjà que c'est maintenant que Ozan Mbeki connaîtra ses vrais amis. C'est maintenant que Olivier Bokor, qui a mis beaucoup d'argent, je le dis haut et fort, et je l'assume, du côté des pasteurs, c'est maintenant qu'il saura qui est pour lui. C'est maintenant qu'il saura tous ces jeunes qu'il a aidés, c'est toutes ces personnes qui ont créé des entreprises. Par ses grâces, on verra bien. Parce que, vous savez, j'ai lu quand même un message de quelqu'un hier qui disait, au-delà de tout, il est ami de Ozan Mbeki, qui le soutiendra. L'amitié reste l'amitié, la loyauté reste la loyauté. Mais, c'est-à-dire, dans une pareille situation, vous avez du mal à prendre une position parfois, et c'est difficile. Donc, on attend de voir quelle sera l'issue, quelle serait les attitudes ou l'attitude des uns et des autres. De toute façon, que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, on veut bien voir comment est-ce que les uns et les autres vont réagir. Attendons quand même de voir. Demain, je crois que Ozan Mbeki sera écouté. S'il sera déposé ou non, on le saura. Mais j'attends de voir quand même, moi, je dis, attendons. On attend de voir donc ou de connaître l'issue de ce dossier. En attendant, vous parlez de réaction. Le Parti Renaissance Nationale a publié un communiqué par rapport à l'affaire, notamment
apportant donc son soutien au chef de l'État. Je crois que oui, c'est la moindre des choses que chaque acteur pourrait faire actuellement. C'est juste apporter son soutien au chef de l'État ou apporter, en tout cas, qui... Est-ce qu'on peut apporter son soutien? Quoique oui. Est-ce que ça s'est fait? Non, je dis... Enfin, du soutien a été apporté également à l'autre camp. Oui, quel soutien? Si ce n'est pas le chef de l'État, le camp adverse, c'est celui de Olivier Bokor et de Oswald Obeki. Oui, c'est ce que je vous dis. Oui. Qui sont les acteurs qui portent leur soutien à Olivier Bokor? Les mouvements qui soutiennent la candidature. D'accord. Attendez de voir si les partis politiques vont réagir. J'attends la réaction de l'UP Le Renouveau, j'attends la réaction du BR républicain, j'attends la réaction de Renaissance nationale, j'attends la réaction de Moël Bénet, j'attends la réaction de... Renaissance nationale a réagi déjà et a apporté son soutien au chef de l'État. Je dis, vous avez parlé de Oswald Obeki et Olivier Bokor, je parle de qui a reçu le soutien des mouvements, qui suscite la candidature. Mais après, au niveau de la classe politique, donc oui, les formations notamment de la mouvance présidentielle et même de l'opposition. Oswald Obeki est membre UP, et il a été candidat d'ailleurs. Et donc, on sait que l'un des soutiens de Olivier Bokor, comment vous appelez, Séverin Quenom, Maître Séverin Quenom est UP Le Renouveau. Et donc, c'est vrai, clairement, on ne sait pas si Olivier Bokor est UP Le Renouveau, même si les gens le trouvent beaucoup plus là-bas que du côté du BR républicain. On attend aussi quand même le signal de ce côté-là pour voir quel acteur veut maintenant suffisamment aller au front, offrir sa poitrine pour dire, bon, moi, je suis Olivier Bokor. Et donc, écoutez, je ne suis pas d'accord, c'est un canular, voilà, non, écoutez, libérez Olivier Bokor. On attend de voir. C'est-à-dire que les scénarios semblent être les mêmes, mais malheureusement... À quelle fin? Non, quand je dis scénario, ou bien, bon, si vous voulez, peut-être qu'en parlant de scénario, ça pourrait donner raison à des gens qui pensent que c'est un film qui est en préparation ou bien qui est en tournage. Donc, en fait, la situation semble être similaire à une situation du passé. D'accord. Et donc, les réactions hier... Laquelle, peut-être, pour rafraîchir la mémoire, je l'ai dit clairement. Mais totalement rafraîchir la mémoire à ceux qui nous suivent en ce moment et qui n'ont pas la référence et qui n'auraient pas la référence. Je l'ai déjà cité. Moi, Oui, faites-le clairement. D'abord, en 2012, il y avait eu 2 dossiers quand même. Il y avait affaire d'empoisonnement, il y avait affaire atteinte à la sécurité de l'État qui a conduit, comment on appelle, Johannes Taillon et autres en prison et pour lesquels même Olivier Bokor était aussi recherché. Et donc, quand on regarde tout ça par le passé et qu'on regarde... Vous avez cité des noms, Olivier Bokor, Johannes Taillon, oui. Vous voulez que je cite d'autres noms? Non, je ne citerai pas d'autres noms parce qu'en réalité, par respect pour ces personnes, je ne citerai pas leurs noms. Mais je sais que ces acteurs dont on parle sont autour de Patrice Talon et donc intimement liés à Patrice Talon. Et puis, donc, c'est pas... Parce que les autres sont déjà passés de l'autre côté. Et donc, on ne va pas continuer à citer leurs noms. Peut-être que les gens ne comprendront jamais pour ça. Mais écoutez, je ne vais pas citer des noms. Alors, donc, pour dire que... oui, véritablement, c'est une situation... On attend de voir, est-ce que, tel qu'on a vu l'immobilisation hier, on verra ça aujourd'hui. Ce n'est pas évident, je l'ai dit clairement, ce n'est pas évident. S'il arrivait qu'il doit payer le prix fort, c'est qu'ils comprendront que, bon, c'est comme l'aurait dit quelqu'un quand on l'a interpellé, c'est le destin. Et c'est le destin. Et quand le destin arrive à s'affirmer, on assume, malheureusement. Allez, le quotidien Le Matinal écrit à ce sujet ce matin, vers une redistribution, j'y arrive, des cartes sur l'échiquier politique. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair en ce sens que si, évidemment, la justice en arrivait à condamner véritablement les mises en cause, puisque d'ailleurs même, en fait, ce qu'on a oublié de dire, il se suffit que d'autres personnes, d'autres acteurs sont impliqués dans le jeu. Justement. Et seront il y aurait d'autres interpellations. Oui, donc, mais même qu'il y a même certainement d'autres interpellations. Déjà de fait. J'ai entendu citer le nom d'un gros bonnet hier, que je ne devrais pas appeler ici. J'attends de voir la justice faire son travail, mais il y a un gros bonnet dont j'ai entendu le nom. Et j'ai entendu des noms aussi circuler. Bon, de toute façon, on attend de voir. La justice fera son travail. En son temps, on viendra pour situer ce que... j'ai quand même appris sur celle de certains acteurs dans cette affaire, je le dirais, mais j'attends de voir la justice citer les noms d'abord. Alors donc, après, oui, aujourd'hui, si il arrivait que Olivier Bokor était condamné, va en prison, n'est plus candidat, c'est que, oui, il va falloir que peut-être son camp prépare quelqu'un d'autre. D'accord
Si le camp demeure. Si le camp demeure, véritablement, vous faites bien de le préciser. Si le camp demeure, c'est qu'il va falloir qu'il identifie quelqu'un d'autre pour le remplacer et mobiliser la troupe maintenant même de la prison, demander à ces états-majors de travailler maintenant pour que ce candidat ait véritablement l'adhésion des députés. Maintenant, dans ce cas, s'il n'est pas là, est-ce que véritablement les candidats, les élus de la mouvance auront suffisamment les couilles pour lui donner le parrainage à celui qui va identifier? On attend de voir. Sauf si de là-bas, même s'il arrivait encore à comment vous appelez, graisser les pattes à certains acteurs, parce que le véritable problème, c'est à ce niveau. Si les gens, à un moment donné, ont commencé par publiquement s'affirmer ou s'afficher Olivier Bokor, c'est qu'à un moment donné, ils savent que Olivier Bokor leur graissait bien les pattes, dans une certaine mesure. Et donc, vous savez, c'est la guerre des intérêts en politique au Bénin, et ça peut motiver d'autres personnes, même s'il est en prison, à continuer la bataille, parce que quand vous regardez la multitude des déclarations, des suscitations que vous voyez, mais c'est de l'argent dépensé. L'argent venait d'où? Qui finançait? Qui donnait? Et qui était derrière? Qui mettait en place le projet? Qui louait les salles pour ces jeunes-là? J'en sais beaucoup, hein, je ne dirai pas sur un plateau. Mais pour dire quoi? Il y a des gens qui louaient les salles pour ces jeunes. Il y a des gens qui faisaient les t-shirts pour ces jeunes. Il y a des gens qui prenaient la sonorisation pour ces jeunes. Il y a des gens qui communiquaient pour ces jeunes sur les médias. Donc, pour dire qui finançait. Donc, véritablement, on attend de voir si ces personnes auront davantage le courage de continuer à mettre de l'argent. Et là, si c'était le cas, il y a une restitution des cartes, c'est que Patrice Talon, en choisissant un dauphin, doit pouvoir choisir celui qui va faire face à ce défi, parce que c'est un défi de taille. Et je l'ai dit hier, c'est que nous sommes dans un cas de figure où il y aura une autre opposition qui va être suscitée de l'interne de la mouvance présidentielle. Et donc, si on ne fait pas attention, c'est que si les opposants ne font pas attention, ne se mettent pas au travail, c'est que l'opposition suscitée au sein de la mouvance présidentielle peut venir damer le pion. Et donc, certains estiment d'ailleurs qu'il est possible aussi que cette opposition rallie justement la cause. Justement, je l'ai dit hier, c'est-à-dire que dans la situation où nous allons, c'est qu'à un moment donné, c'est une guerre, je continue de dire, c'est une guerre d'intérêt. Et tous ceux qui se faisaient Olivier Bokor, députés ou ministres ou jeunes, étaient déjà dans une logique. Dans leur tête, comment ils peuvent être nommés DG ministres, ou comment ils peuvent être positionnés pour être députés, dans leur tête, ils ont déjà fait beaucoup de calculs. Et donc, le camp qui leur donnera l'assurance nécessaire d'occuper à ses attentes, le camp là aura leur adhésion. Donc, du moment où la guerre deviendra une guerre interne au niveau de la mouvance présidentielle, ne soyez pas surpris que demain, ces personnes qui donnaient fait et cause pour Olivier Bokor, qui étaient prêtes à mourir pour Olivier Bokor, ne soyez pas surpris de les voir de l'autre côté s'ils ont davantage de garanties de l'autre côté. Parce que les autres n'ayant pas, voulant gagner, conquérir le pouvoir d'État à tout prix, seraient prêts aussi à faire des concessions pour montrer à Patrice Talon que oui, tu nous as damé le pion en 2016, nous-mêmes, nous allons tout faire pour te damer le pion, parce que n'oubliez pas que le soutien, les grands soutiens de Patrice Talon au deuxième tour des élections en 2016 étaient ceux-là qui tout le temps ont mangé avec Boni-Yahi. La grande partie avait mangé avec Boni-Yahi, mais se sont retrouvés de l'autre côté. Donc, donc, ne soyez pas surpris que les mêmes personnes qui ont bien mangé, qui ont bénéficié des grâces de Patrice Talon, compte tenu de leur attente, parce que j'ai parlé de repositionnement. Vous vous rappelez ce thème que j'ai utilisé, sur lequel on est revenu. Donc, il y a question de se repositionner, et tous les acteurs voulant se repositionner et n'ayant pas de garantie de l'autre côté, sachant très bien que le chef a déjà des informations comme quoi ils sont Olivier Bokor et il ne leur fait pas, confiance, vont pas hésiter à se mettre en ligue pour aller de l'autre côté. Donc, toutes les cartes sont à redistribuer, on attend de voir de ce côté. Les cartes sont à redistribuer. Laurent Roland-Toniquet, alors vous parlez du cadre schéma dans lequel le processus va à terme et que Olivier Bokor et Oswald Omeki sont condamnés. Dans l'autre cadre schéma, qu'est-ce qui se passe selon vous? S'ils ne sont pas condamnés. S'ils ne sont pas condamnés ici, où la justice décrète un non-lieu, par exemple. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je parlais hier. Qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous? C'est pourquoi je disais hier, il y a deux options. Soit c'est un jeu, et je ne dis pas que c'est tout à fait un jeu. On observe d'abord pour voir quelle sera l'issue, en tout cas au thème du procès, tout ça.
Et ma crainte aussi, c'est que quand on les dépose en prison sans jamais les condamner aussi, peut-être qu'on tirait, parce que vous avez vu le dossier, le jeune Carlos Adorano est en prison depuis, on ne l'a pas condamné, on n'a pas jugé, pas de procès. Le dernier cas, Alexis Sakakpo est encore en prison, pas de suite pour le moment. Alors, pour dire quoi? Quand on prend la situation qui prévaut actuellement, soit ils sont condamnés, et on connaît l'issue véritablement, ou soit on parle de nullité, en tout cas, comment vous appelez de non-lieu, c'est ça? De non-lieu, voilà. Et puis après, ou alors ils sont condamnés. Alors, oui, justement, s'ils ne sont pas condamnés, donc je repose la question, je la reprécise peut-être, qu'est-ce qui se passe sur le plan politique, justement? S'ils ne sont pas condamnés, à un moment donné, c'est soit ils sont libérés, parce qu'on parlera de non-lieu, ou alors on les dépose d'abord en prison, on les oublie d'abord, peut-être ça. Mais dans le cas où ils ne sont pas condamnés, ils sont peut-être... Ils sont relaxés. Ils sont relaxés, ça veut dire qu'en réalité, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'en ce moment, ça pourrait donner raison à ceux qui pensent que c'est un jeu politique. Oui, parce que quand ce serait comme si on nous prépare une victime à la 2016, hein, si vous permettez le thème. Et donc, qui était la victime à l'époque? Vous le savez? Non. Vous ne savez pas. Après, si c'est la mémoire, aux uns et aux autres. Non, plus sérieusement. Oui, donc c'est comme si le processus de victimisation en arrivait. Donc, je ne crois pas, hein, attendons de voir comment. C'est pourquoi je dis j'attends toujours de voir la suite. Mais s'il arrivait qu'on ne les condamne pas et qu'on parlait de non-lieu et qu'on les relaxait, c'est que ça va quand même réveiller tous les Béninois. Comme quoi, est-ce que ce n'est pas une victimisation, une victime qu'on recherche aussi pour présenter aux Béninois qui malheureusement tombent dans le piège de suivre les victimes qui finalement, en griffe, sont soit bienfaiteurs ou bourreaux pour le peuple. Attendons de voir. Alors, dans tous les cas, le quotidien Le Matinal écrit ce matin, Omeki dans un cul-de-sac, son avenir politique compromis. Oui, c'est ce que je continue de dire. Parce que des deux, c'est moi celui qui est un acteur politique affiché. C'est l'issue de ce projet et de ce dossier qui nous donnera, en tout cas, les raisons de savoir si son avenir politique est compromis. Si en réalité, je continue de dire, ça dépend de l'issue du procès. Si l'issue du procès, le condamné, l'heure favorable, c'est qu'il n'y a pas d'avenir politique compromis. Il a la possibilité de se repositionner à tout moment. Et n'oubliez pas qu'il est quand même proche d'un acteur politique, opérateur économique influent qui est Levé Bokor, qui a les moyens. Donc, il y aura toujours les moyens de l'aider à repositionner. Encore que ça, vous savez qu'il n'est plus, depuis comment vous appelez, sa démission de gouvernement, il est beaucoup plus investi dans les affaires. Et donc, il a certainement des affaires hors du Bénin et autres. Là, il va continuer à faire ses affaires. Et donc, c'est pas, je ne pense pas, c'est quand il sera condamné. Parce qu'en fait, quand je parle de l'issue du dossier, c'est quoi? Avec 50 millions et affaires d'atteinte à la sécurité de l'État, on a collé 20 ans à Ricky Amadougou. Justement. Si... Là, on est dans le plus du milliard. Enfin, bon, 1 milliard 500 millions. 600 millions. Donc, si je prends 500 millions divisé par 50, ça fait 10. Et si je prends 1 milliard divisé par 50, ça fait 20. Donc, 10 plus 20. Plus... Vous n'êtes pas sérieux, Laurent. Plus 100 divisé par 2. Vous n'allez pas oser faire cette comparaison. Il n'y a pas de proportionnalité. Il n'y a pas de proportionnalité. Donc, ça fera certainement 640 ans en prison. Non, c'est une manière de parler. Oui. Donc, de toute façon, si on doit considérer les termes et que dans le dossier Ricky Amadougou, on n'a pas parlé de début d'exécution et qu'on l'a condamné à 20 ans de prison, on doit se dire peut-être que Ozod Omeki risque gros, parce que c'est chez lui peut-être qu'on a retrouvé les sous avec le commandant de la garde républicaine. Et puis, Olivier Bokor, lui, peut-être, s'il a de bons avocats, il peut s'en sortir, parce qu'il n'était pas sur le terrain quand ça a été fait. Peut-être que les messages interceptés entre les acteurs peuvent le compromettre. Mais toujours est-il que j'ai lu que le commandant de la garde républicaine nous aurait parlé. J'ai pu voir que Matinal a publié ça hier, encore sur oui, après, il s'agirait de fake news. Donc, un militaire ne parle pas ouïa-ouïa. Voilà. Donc, vous savez, un militaire ne parle pas ouïa-ouïa. Bon, excusez le terme ouïa-ouïa, hein, ne parle pas n'importe comment. Et donc, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si c'est lui vraiment qui le dit. Et d'ailleurs, même si c'est lui qui parlait comme ça, je crois que le chef de l'État ne va pas tarder à le sauter de son équipe, même si c'est lui qui a filé l'information. Parce qu'il a l'obligation de réserve pour le moment d'abord. En son temps, c'est d'ailleurs même pas lui qui devait dire ce qui... Si c'est lui qui a véritablement écrit ça, c'est d'ailleurs pas lui qui devait dire ça. C'est au procureur de dire maintenant publiquement que c'est lui qui
à aider comment vous appelez, à déjouer le coup. À déjouer le coup. Donc je ne pense pas, j'attends de voir. Je demande aux confrères franchement de faire attention à tout ce qu'ils vont relayer dans ce dossier. Faites très très attention parce que vous allez relayer des choses et ça va retourner contre vous. Moi j'ai des informations, j'ai des noms quand même, mais je ne le dirai jamais quelque part parce que j'attends que la justice fasse son travail. J'estime véritablement que les gens doivent faire attention et je demande à tous les confrères, toutes les consoeurs de faire très attention dans ce dossier. Parce que si demain on déclarait un non-lieu pour les mises en cause, tous ceux qui ont tiré sur eux vont se retrouver face à eux. Et n'oubliez pas que c'est les acteurs influents du système. Attention, s'il arrivait que c'est une question de victimisation, ça va se retourner contre vous. S'il arrivait que c'est des gens qui sont véritablement condamnés et que vous voulez prendre fait et cause pour eux, vous aurez en face le gouvernement. Faisons tous attention. Faisons attention, faisons comme Soleil Levant, peut-être ce matin, qui n'en dit pas un mot. Tout simplement. Non, au nom de l'amitié, des gens n'évoqueront pas le sujet, malheureusement. Oui. Pour finir avec ce sujet, justement, Laurent Roland-Antonin Nkès, un remaniement ministériel peut-être envisageable, puisqu'il se dit que beaucoup de proches, justement, de Olivier Bokor sont encore dans le gouvernement. Moi, je crois que je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, et vous êtes tous en témoins, que le chef de l'État doit faire attention pour savoir que ses vrais ennemis ne sont pas dans l'opposition, c'est dans sa famille politique. Et ils sont autour de lui, ils mangent avec lui. Ennemi, dites-vous, carrément. Oui. Bon, je dis ennemi ou adversaire, si vous voulez, les adversaire politique, voilà. Enfin, sont en train de manger avec lui, sont en train de boire avec lui, et qui peut-être parfois estiment qu'il s'enrichit peut-être mieux que, plus qu'eux, et que par conséquent, comment ils sont tous ensemble, que c'est lui seul, lui, c'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul. Et donc il y a de l'enrichissement. En politique, les gens viennent s'enrichir sous nos tropiques. D'accord. Prouvez-moi le contraire. Non, c'est pas moi qui autant qu'ils sont. Je n'ai jamais dit le contraire. Autant qu'ils sont. Qui vient me dire maintenant que depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis 2016, que leur bien, leur richesse n'a pas augmenté et que leur bien immobilier n'a pas augmenté. Qui vient me le dire? Au moins, je peux citer 2, 3 maisons de certains parmi eux. Depuis qu'ils sont au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas là forcément pour le peuple. Certains parmi eux, la grande partie, c'est pour leurs propres intérêts. Qui viennent me dire, je veux bien voir quelqu'un parmi eux sur ce plateau-là, en face de moi, pour me dire qu'il est là et que depuis là, qu'il souffre, que c'est son argent, que c'est l'héritage que son père a laissé là, qu'il dépense dans la politique. Je veux bien le voir en face là. Pour vous dire que les gens mangent avec lui, mais parfois aussi lui en veulent aussi. Et donc, il doit pouvoir faire attention. Il doit pouvoir aussi faire ce qu'on appelle un examen de conscience. S'asseoir et dire, depuis 2016, qui j'ai offensé véritablement dans ce pays? À qui j'ai fait mal peut-être et qui aujourd'hui, moi-même au fond de moi, je regrette. À qui est-ce que j'ai fait mal, peut-être par vengeance, et je n'aurais pas dû peut-être faire ça? S'asseoir et faire la paix avec ces personnes autour de lui. J'estime que véritablement, pour quelqu'un qui veut véritablement finir son mandat, c'est un travail à faire. C'est difficile pour lui de le faire. Mais j'estime qu'il doit pouvoir le faire, s'asseoir et dire, depuis 2016, j'ai fait mal peut-être à telle personne. Oui, c'est le jeu politique. Mais puisque je suis en train de partir, pourquoi ce n'est pas important pour moi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas appeler ces personnes, m'asseoir avec ces personnes, faire la paix avec ces personnes et partir dans la paix? Parce que tout acte que vous posez, ça se retourne contre vous. Je dis aujourd'hui, quand je regarde la situation qui prévaut aujourd'hui, je souris parce que moi, j'étais d'un côté en 2011, 2010, 2011, 2012. J'ai vu certaines choses, je suis au courant de certaines situations et ils le savent très bien de ma position. Je connaissais certaines réalités politiques au Bénin. Et donc, quand je transpose ça aujourd'hui, je souris pour dire, écoutez, malheureusement, parfois, ce que vous faites peut vous faire à un moment donné. Et pour éviter que cela vous fasse et que vous soyez dans la difficulté après, il y a nécessité de faire ce travail-là. Et de dire, parce que des gens parmi vous, autour de lui, sont en train de rire avec lui, mais puis parfois filent les informations de l'autre côté pour le déstabiliser. Donc, le simple fait de faire la paix avec ces personnes-là, avec qui il a maille à partir depuis 2016, peut amener ces personnes-là à finalement l'aider à réussir son mandat, à finir son mandat en beauté. J'estime que c'est très important pour lui de le faire. Autrement, il sera le seul face à l'histoire. Alors, je vous donne à répondre à cette interrogation, parce qu'il faut le faire quand même, Laurent Roland-Antonin Nkès, pour vraiment finir avec ce sujet ce matin. Un énième coup d'État déjoué sous la rupture. Lecture? Oui, quand vous êtes président et qu'on dit que chaque fois il y a tentative de coup d'État, c'est ce que je disais.
vous devez vous remettre en cause. Comment se fait-il que c'est les gens qui sont proches de vous, qui sous le temps? En fait, je suis heureux d'une chose. Non pas que je suis heureux du fait que les gens veuillent faire coup d'État, mais je suis heureux que dans ce dossier, qu'on n'ait pas parlé d'opposants. Et qu'on ait parlé des gens. Et que je continue de dire, hein, si le jeu est clair, que le procès est arrivé à nous situer véritablement, je suis heureux quand même que ce soit des gens proches de lui qu'on cite. Qu'on n'ait pas cité des gens d'opposition. C'est vrai que dans d'autres interpellations, on peut avoir des ramifications avec des gens, peut-être, je suppose. Mais j'estime que quand c'est comme ça, vous devez vous remettre en cause. Parce qu'on a entendu des histoires comme ça, on a cité des gens un peu après. Bon, en dehors de cas Ricky Amadougou, qui a été évoqué en 2021, il y a quand même d'autres situations hein, qui n'ont pas mises sur la place publique. Il y a des gens qui avaient préparé des choses, qui ont été interpellés, qui sont condamnés, mais ça n'a jamais été mis sur la place publique. C'est la première véritable affaire coup d'État de l'entourage du chef de l'État qu'on met sur la place publique aujourd'hui. Mais si on met ça à côté et qu'on tient compte de toutes les autres situations, il y a matière au chef de se remettre en cause et de se poser les vraies questions pour savoir que dois-je faire pour être davantage apprécié par mes concitoyens, davantage apprécié par ceux qui sont autour de moi et que ceux qui sont dans mon entourage, en tout cas, qui m'en veulent, comment faire pour les extirper. J'estime que c'est à ce niveau. Parce que quand vous regardez, vous suivez l'opinion, vous regardez, les Béninois suivent l'actualité de ce coup d'État sans même se prononcer. Personne ne dit, bon, écoutez, pourquoi ils veulent faire ça au chef de l'État? Oh non, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous avez... On avait eu des réactions comme ça en 2012. Mais dans le cas d'espèce, on n'a pas eu autant de... En dehors des mobilisations qu'on n'a pas eues, au moins on avait des réactions ou des citoyens qui se prononçaient pour dire, ah, mais comment on peut faire ça à un président de la République? Ah, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est tout cela. Là, est-ce que vous en avez eu de telles réactions abondamment au niveau du peuple? On en est qu'au début. On en est pas. Je vous dis... Ce que je vous dis, c'est-à-dire, dès lors que l'affaire est éclatée, normalement, vous aurez pu voir la réaction de beaucoup de Béninois pour désavouer, pour dire non, c'est pas... Qu'est-ce que ça dit alors, selon vous? Qu'est-ce que ça dit, selon vous? Ça veut dire que le chef doit se remettre en cause. Se remettre en cause. Vous sous-entendez que le peuple se réjouit finalement de ces... Pas se réjouit. Le peuple ne se réjouit pas. Le peuple ne se réjouit pas, mais le peuple est resté silencieux. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Le peuple, en réalité, le vrai, le véritable, devrait pouvoir se lever pour dire, ah, attention, apporter son soutien au chef, pour dire, ah, attention, c'est pas bon. C'est pas bon, vous voulez mettre le pays en péril. Vous voulez faire ci, c'est pas bon. En dehors de quelques jours, j'ai vu quand même la réaction de notre ami Chakiwa Moussou qui a dit qu'il faut condamner tout prix, mais en dehors de ça, vous voyez quoi? Dans l'opinion, moi, écoutez, c'est ce que je dis en fait, c'est pas que je dis que le peuple se réjouit, mais la réaction... Ce silence, en fait, voilà. Ce silence peut traduire quelque chose. Et le chef doit pouvoir s'asseoir et faire une remise en cause et dire, je suis en train de finir, que dois-je faire pour mieux finir, pour être célébré à la fin du mandat? C'est très important pour lui. Un peuple de plus en plus silencieux par rapport à beaucoup de... Un peuple observateur. Contraint au silence parfois. Un peuple, oui, en fait, les différentes mesures ont contraint le peuple au silence. Le peuple est resté silencieux. Résilience. La résilience. Et puis après, le peuple attend peut-être le moment fatidique pour peut-être annoncer le verdict. Pour sanctionner. Malheureusement, ou pas. Oui, malheureusement, oui. Cette affaire de sanction fait qu'on ramène encore, on tourne, on tombe dans le même piège. Je ne parlerai pas de sanctions, je parlerai au peuple pour dire, réfléchissez, ne dormez pas, restez en éveil et faites le bon choix. Il n'y a pas question de sanctionner, il y a question d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir les yeux ouverts et de faire le bon choix en 2026. Un bon choix fait ici par le gouvernement Laurent Roland-Tonnerre Iquez, vous ne me direz pas le contraire. Conseil des ministres, la cloche on parle, extension du réseau d'adduction d'eau dans 3 départements pour faciliter l'accès à l'eau potable pour tous. Oui, le gouvernement continue de faire des efforts pour l'approvisionnement en eau potable à nos populations dans certaines localités du Bénin. C'est à saluer, il faut continuer à les féliciter et demander qu'ils fassent davantage. Ça fait partie de ce que je disais, le chef doit continuer à faire son travail, à régler un certain nombre de problèmes pour les concitoyens et à la fin il sera célébré. Donc nous savons très bien que dans certaines localités, la question de l'eau est une question primordiale. Les gens ont du mal à avoir de l'eau potable. Les gens continuent d'aller prendre de l'eau de marigot sale, et en tout cas avec de mettre de l'alum dedans pour pouvoir boire. C'est difficile pour ces populations.
Et même dans nos villes aujourd'hui, on a pu voir que des gens ont manqué d'eau à Cotonou pendant 2-3 jours. Donc, ce travail se fait à tous les niveaux. Le gouvernement fait des efforts avec une agence qui a été créée en la matière, qui fait ce travail. On a pu voir une structure privée aussi qui gère le potable en milieu rural aujourd'hui, c'est Omi-Yalé ou je sais quoi. Et donc, je crois que véritablement à ce niveau, le gouvernement fait des efforts. On a pu dire en 2021, quand le chef devait remplir, que la couverture en eau était autour de 66%, donc je suppose que là on serait peut-être autour de 76 ou 80%. Bon, j'avance les chiffres comme ça, hein. Mais déjà, il faut quand même féliciter le gouvernement pour ce qui a été fait. L'eau, c'est la vie, et il est très important qu'au-delà de tout, au-delà des difficultés qu'on pouvait avoir, que les gens quand même aient l'eau à boire. N'est-ce pas? On parle de 177 forages pour approvisionner le Borgou, la Takora et la Donga. Laurent Roland, surtout que c'est des zones qui parfois sont marquées par la longue période de sécheresse, et c'est difficile d'avoir de l'eau, surtout dans certaines périodes données de l'année. Quand on fait ce travail, qu'on leur donne de l'eau à ces populations, c'est un travail remarquable de qualité. En tout cas, c'est un travail important qu'on fait pour ces localités. Ils sont 17 forages déjà pour toute cette région. Pour moi, je pense que c'est peu. Il faut continuer davantage. Il faut en faire davantage. Parce qu'on parle quand même de 3 départements. Et donc, quand vous connaissez les 3 départements, vous connaissez la densité, quand on parle des habitations dans ces localités, c'est des habitations qui sont assez distantes et donc difficiles, dont les gens doivent parcourir des kilomètres pour aller voir un point d'eau. On peut faire davantage de points dans ces localités. Allez, le social toujours ici, mis en lumière, décryptage info, session des logements sociaux et économiques, approbation des coûts, démarrage des ventes dès le trimestre prochain, Laurent. C'est une bonne chose. Quand je fais le tour du Bénin, je vais dans certaines localités du Bénin. Je vais à partir de Caravi ici d'abord, et quand je vais dans d'autres localités, je vois ce que le gouvernement a pu construire et comment est-ce que c'est prévu qu'on doit céder ça aux populations. Je ne peux que féliciter ce qui a été fait. Féliciter en ce sens que oui, aujourd'hui, en tout cas, je pense aussi que quand on va finir de faire ça, il faut rénover les autres logements construits sous Boni-Yayi. Quoique ça a traîné, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Malheureusement, ils sont à la fin, mais je pense qu'on peut avoir un regard sur ces logements également. Bon, moi, je crois que les gens se sont prononcés sur le coût. Moi, je souhaite que le gouvernement essaie de voir le coût, que ce soit le coût soit raisonnable, abordable à tous les fonctionnaires d'État. Maintenant, l'autre chose, c'est d'éviter, j'insiste là-dessus, que les gros bornés de la politique, les gros opérateurs économiques en arrivent à acheter 10, 20 et les revendre face de la surenchère, après les revendre cher. Non. Je pense qu'une fois qu'on a dit logements sociaux, il faut les donner aux citoyens, moyens, qui ont les moyens de le faire, de les acheter, plutôt que de permettre qu'un député se débatte pour acheter 4 villas, peut-être 2 pour ses maîtresses et puis 2 à revendre sur enchère pour se faire beaucoup d'argent. Donc, il faut que ça aille véritablement aux populations plutôt qu'à ceux qui ont déjà les moyens, qui peuvent acheter des parcelles, construire des maisons. Parce que, sous notion, comment ça se passe? Ceux qui ont les moyens pour construire les maisons, c'est eux qui vont acheter, en tout cas en quantité, ces maisons, les confisquer et puis après faire de la surenchère. Ça ne rentre plus dans le cadre du social. Le gouvernement fixe les coûts de cession, écrit Soleil Levant. Les bénéficiaires peuvent accéder à la propriété de leur logement sur une période de 25 ans. L'État dans la dynamique de promouvoir l'accès au logement pour tous. Oui, je crois que c'est bon parce que vous pouvez payer sur 25 ans. Ailleurs, ça se fait, dans d'autres pays, ça se fait. Vous avez les appartements, les logements, vous payez sur 25 ans. Après, si vous n'êtes plus là, vos enfants deviennent héritiers, au moins quand même une maison. Et cette politique qui a été amenée au Bénin aujourd'hui, on ne peut que féliciter le gouvernement pour ça. Et demander que les gens, je t'insiste que c'est ceux qui vraiment sont dans le besoin et dont on connaît les moyens, en tout cas la catégorie sociale, voilà, qui achète ces maisons, pas les gros bonnets qui vont acheter en grande quantité. Et permettre à ce qu'il y ait une sécurisation, en tout cas, de ces logements-là, parce qu'au-delà de tout, après, vous payez, un gouvernement revient pour revoir les contrats, vous dit non, les clauses, non, il faut que tout soit scellé, une fois pour toutes. Et dès lors qu'un parent achète
les enfants sont sûrs que dans 25 ans, si les parents ne sont plus là, c'est leur propriété. Leur propriété, c'est ça. On finit maintenant par peut-être un mot sur ce titre, à la une de d'IB Info ce matin. Mauvaise attitude et désinvolture des agents d'accueil des services publics au Bénin. On dirait des acteurs de Hollywood. Je crois qu'on doit mettre un numéro vert pour dénoncer les acteurs, les fonctionnaires qui sont dans les bureaux. J'en ai été victime il y a quelques jours dans certains bureaux. Je n'ai pas voulu leur créer des ennuis. Sinon, j'avais la possibilité d'appeler leur patron et de me plaindre directement, mais j'ai regardé et je me suis tué. Mais je pense qu'on doit mettre le ministère, je crois, est-ce qu'il n'y a pas un numéro déjà pour ça? Le ministère de la fonction publique doit nous aider à avoir un numéro vert. Et signaler la désinvolture de certains agents du service public. Vous venez, il y en a qui ont les pieds sur les bureaux et qui vous parlent comme si vous êtes venu quémander, comme si vous étiez un mendiant. Alors que vous êtes venu demander un service, le service pour lequel il est payé par l'argent du contribuable à la fin du mois. Donc l'argent du contribuable, moi je participe à l'impôt et on vous paye salaire et puis à la fin je viens chez vous pour un service, le service pour lequel vous êtes payé. Vous avez les deux pieds sur le bureau et vous me parlez comme si je suis venu quémander quelque chose. Je crois qu'on doit pouvoir décroyer ces tas de choses. Quand on va prendre des mesures pour radier une ou deux, trois personnes, je crois que le reste va rentrer dans les rangs. Je suis contre le fait qu'on radie pour radier. Mais si ça doit continuer, il faut commencer par encore sévir sans état d'âme et que maintenant les gens comprennent que ce pourquoi ils sont payés, ils doivent le faire et très bien. Merci à vous, Laurent Roland, pour une question.